débattons des solutions. Le débat de ce matin, intitulé « Diversification énergie renouvelable et efficacité énergétique », va quelque peu changer de nature par rapport au débat que nous avons eu hier. Hier, je vous le rappelle, sur la base des contributions des dossiers, des contributions du dossier de regard sur l'Est, sur la dépendance énergétique par rapport à la Russie, dont je rappelle que vous trouvez l'ensemble des contributions sur Internet. Le regard sur l'Est est un portail francophone, donc je vous invite vivement à aller voir l'ensemble des contributions, et pas seulement celles qui ont été présentées hier. Donc hier, nous avons passé en revue la dépendance énergétique des pays d'Europe centrale et orientale, mais sous un angle un peu géostratégique, en mettant en relief finalement le jeu des acteurs étatiques et même transétatiques, puisque nous avons hier après-midi eu une discussion sur la place de l'Union européenne comme acteur pour réduire la dépendance énergétique des États d'Europe centrale et orientale. Mais pour l'essentiel, nous étions dans un schéma où nous envisagions la dépendance d'une part à bouquet énergétique constant, c'est-à-dire dans l'optique où chacun des pays finalement utilisait et allait utiliser le même type d'énergie, et également à consommation constante, c'est-à-dire d'un point de vue quantitatif, dans une perspective où chacun des pays allait consommer toujours autant d'énergie, voire plus. Le débat de ce matin va nous amener à élargir notre champ exploratoire en envisageant une modification de ce schéma pour réduire la dépendance énergétique. Autrement dit, comment est-il possible, et d'ailleurs dans une perspective moldave, parce que nous nous concentrerons beaucoup ce matin sur la Moldavie, de réduire la dépendance énergétique en consommant différemment et en consommant moins. Nous avons eu hier quelques interventions d'acteurs économiques locaux, je pense notamment aux régulateurs de l'énergie, mais également à des distributeurs tant gaziers que d'énergie. Et nous avons également eu une intervention tout à fait intéressante de la part de la représentation de la Commission européenne en Moldavie, qui nous a indiqué être en mesure de faire un saut qualitatif financier dans l'aide à la Moldavie pour l'améliorer, l'aider à diversifier son bouquet énergétique. Et nous allons maintenant approfondir en quelque sorte tout l'éventail des possibilités qui s'offrent pour l'ensemble des pays d'Europe centrale et orientale finalement, mais plus particulièrement à la Moldavie, en commençant par une intervention d'Alexis Prokopiev, qui est politologue spécialiste de l'ex-URSS, mais qui est en ce moment chargé des questions énergie-climat auprès du parti politique français Europe Écologie, les Verts, et qui va nous parler de la diversification, des solutions pour réduire la dépendance énergétique en recourant à la diversification, donc pour l'aspect qualitatif, et à l'efficacité pour l'aspect quantitatif. Alexis, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Et je tenais à remercier en début de mon propos l'Alliance française de Moldavie et Regard sur l'Est pour l'organisation de ce magnifique colloque sur des sujets qui sont extrêmement importants pour tous les pays de l'ex-URSS et en particulier pour la zone Ukraine-Moldavie. Alors oui, donc, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, je travaille actuellement pour le parti politique Europe Écologie des Verts. C'est le troisième parti de France et je vais essayer d'apporter quelque part mon analyse, non pas seulement en tant que spécialiste des pays d'Europe centrale et orientale, mais aussi en tant qu'écologiste et en tant que personne qui travaille justement sur ces sujets-là. Alors, nous les écologistes, c'est un terme qui a été évoqué déjà hier, nous les écologistes, nous préférons très souvent parler de think global, act local, c'est-à-dire penser global, agir local. C'est un terme qui est ressorti quelquefois hier. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça sera aussi quelque part, si vous le permettez, la trame de l'exposé d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va partir du niveau global, parler des problèmes
écologiques, énergétiques, économiques, qui sont liés aux problèmes énergétiques globaux, pour arriver à la situation locale, c'est-à-dire pour arriver à la situation des pays de l'ex-Union soviétique et pour arriver à la situation de la Moldavie, pour trouver exactement, parce que ce n'est pas la peine d'étaler des problèmes si on n'essaie pas de trouver des solutions, donc pour essayer de trouver bien évidemment les solutions. Donc les enjeux du XXIe siècle liés aux questions énergétiques sont colossaux, c'est-à-dire que le modèle occidental auquel se rattachent de plus en plus de pays et aspirent encore d'autres pays est extrêmement dépendant des questions énergétiques et extrêmement énergivore. Ce qui le rend dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire avec des ressources naturelles limitées, ce qui le rend extrêmement fragile face à la volatilité des prix, fragile face au choc, et quelque part l'économie, mais aussi la vie quotidienne en dépendent. Donc j'ai voulu me concentrer, c'est pas du tout une liste exhaustive, mais j'ai voulu me concentrer aujourd'hui plus à trois enjeux extrêmement importants qu'on ne peut pas éviter lorsqu'on parle de questions énergétiques. C'est-à-dire, le premier, c'est la raréfication, c'est-à-dire le fait que les ressources sont limitées. Le deuxième, c'est la volatilité des prix. Le premier, c'est la raréfication et la volatilité des prix. Le deuxième, c'est les dépendances et les hausses de la consommation, c'est ce qui a été beaucoup évoqué hier. Et le troisième, c'est le changement climatique. Sur ce dernier point, je commencerai par là, sur le changement climatique. Alors, comme vous le savez, actuellement se déroule à Cancun le sommet sur le climat des Nations Unies, un an après celui de Copenhague. Moi, j'avais le choix soit d'aller à Cancun, soit d'aller à Chisinau. Je préférais être ici. Mais l'année dernière, j'étais à Copenhague, et c'est vrai que l'année dernière, Copenhague, c'est, malgré ce que disaient à l'époque les leaders des différents États, c'est conclu par un échec, c'est un échec malheureux, puisque nous avons malheureusement peu de temps face au changement climatique que là vous avez sur votre écran un schéma présentant donc, la manière dont fonctionne le changement climatique. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus pour expliquer plus en détail ce que sont aujourd'hui les négociations et ce que ça peut apporter. En fait, aujourd'hui, donc 98% de la communauté scientifique mondiale sont d'accord sur une chose, c'est que l'activité humaine, aussi bien l'activité industrielle que les transports, les déplacements, surtout le véhicule individuel, la voiture en fait, et les bâtiments produisent de l'effet de serre, gaz de CO2, et l'effet de serre produit un changement climatique qui peut se transformer. Alors, on utilise souvent le mot global warming, le réchauffement climatique, mais c'est un peu erroné puisque dans certaines parties du monde ça peut produire un réchauffement, dans d'autres parties du monde ça peut au contraire produire un refroidissement. Pareil, je ne vais pas là-dessus, mais c'est extrêmement important de dire cela. Ce qui est sûr, c'est que si on ne fait rien, et si on ne fait rien très très rapidement, on voit ici la courbe donc, du CO2 dans l'atmosphère et la courbe des températures. On voit donc que le CO2 provoque une augmentation, et ça c'est sur une assez courte durée, mais sur une longue durée on voit exactement la même courbe, et la courbe est encore plus impressionnante, parce qu'elle commence, comme vous le voyez, pendant la révolution industrielle et continue de monter en flèche pendant le XXe siècle. Donc aujourd'hui, les scientifiques sont à peu près d'accord pour dire qu'on peut accepter une augmentation des températures qui serait de l'ordre de 1,5 degré, voire 2 degrés, sans conséquences majeures pour l'humanité, c'est-à-dire qu'il y aurait des conséquences qui ne seraient pas bouleversantes pour l'activité humaine, l'activité économique, mais aussi la vie quotidienne en fait, de chacun et de chacune. Mais si ça va au-delà, et aujourd'hui si on ne fait rien pour lutter contre le changement climatique, ça va aller au-delà, ça peut attendre 6 degrés, et pour vous dire, dans les derniers 4 siècles, les modifications qu'a connues le climat mondial, c'est plutôt 4 degrés, donc 6 degrés c'est au-delà de toute modification connue dans l'histoire de l'humanité, donc c'est-à-dire que ça peut conduire à des effets extrêmement catastrophiques. Alors, pourquoi on parle de changement climatique alors qu'il y a des émissions de CO2 dans un pays qui, malheureusement, pour cause de la crise économique, c'est-à-dire la Moldavie, a réduit en fait de 60% ses émissions de CO2 depuis 15 ans. Bon, tout d'abord parce que la Moldavie n'est pas en isolation par rapport au reste du monde, parce que la Moldavie fait partie de la communauté internationale, et parce que aussi c'est un enjeu extrêmement important.
Mais parce que aussi, quand on regarde les modifications par rapport à l'agriculture, la production de vin en Moldavie, en cas d'une augmentation de 3 degrés sur 10-15 ans, la production de vin en Moldavie est menacée, par exemple. Donc, comme d'ailleurs en France, ce qui pose un véritable problème. Mais aussi parce que la Moldavie fait partie des pays de non-annexe 1, certes avec des dispositions particulières comme certains pays du Caucase, mais la Moldavie fait partie du non-annexe 1, ça veut dire que sous certaines conditions, et si les négociations à Cancun aboutissent sur un accord ambitieux, ce dont on peut douter malheureusement, la Moldavie peut bénéficier, dans le cadre de ces accords, de transferts de technologie. Il y en a largement parlé hier, la Moldavie a besoin de transferts de technologie et d'aide de la part de la communauté internationale, c'est-à-dire des pays de l'annexe 1, c'est-à-dire en gros les pays occidentaux, puis l'Union européenne, les États-Unis, pourraient bénéficier de transferts de fonds. Donc ça, ce serait extrêmement important, extrêmement intéressant. Alors, donc la Moldavie devrait prêter attention au sommet de Cancun, comme d'ailleurs dans d'autres pays. Le deuxième point, je vais passer assez rapidement, donc c'est au-delà du changement climatique, il y a un autre problème qui nous appelle aujourd'hui à nous intéresser aux questions énergétiques et à la diversification et à l'efficacité énergétique. C'est la réamplification des ressources. C'est-à-dire que les ressources, aussi bien en gaz et en pétrole, sont limitées. Il y a plusieurs scénarios qui disent alors est-ce qu'on n'aura plus de pétrole dans 30 ans, est-ce qu'on n'aura plus de gaz dans 40 ans. Bon, la seule chose qui est sûre, c'est qu'un jour on n'aura plus ni de pétrole ni de gaz et que ça se produira a priori avant 2100. C'est-à-dire sur l'espace d'1-2 générations. C'est-à-dire que c'est extrêmement rapide, c'est un changement extrêmement rapide. Donc, moi, dans ce domaine, puisqu'il y a une multitude de scénarios, j'ai tendance à faire confiance uniquement dans ce domaine à l'armée et aux assureurs. L'armée, donc il y a le Pentagone qui a fait des scénarios, et le Pentagone qui dit que le niveau maximum, c'est-à-dire le picole, le niveau maximum, vous voyez ce là, ça c'est la courbe de l'armée allemande, je vais vous en parler après. Donc, la production maximum de gaz et de pétrole serait, selon le Pentagone, arriverait vers 2012-2015. C'est-à-dire c'est très rapide et les effets devraient se sentir pendant 10 ans. La Bundeswehr, c'est-à-dire l'armée allemande, est beaucoup plus catastrophiste, c'est beaucoup plus alarmiste, et elle est même beaucoup plus catastrophiste que les écologistes. C'est pour vous dire, nous les écolos, on dit attendez, il faudrait vérifier. La Bundeswehr a sorti un rapport qui est téléchargeable sur Internet, dans lequel il explique que le peak oil, donc la quantité de production maximum de pétrole après laquelle elle devrait décliner, devrait arriver cette année, en fait, en 2010, mais ses conséquences devraient se rallonger pendant 15 ans. Alors bon, la Bundeswehr parle de déstabilisation géopolitique, de changement de régime dans certains pays, de passage à la dictature, de modification des rapports sociaux entre êtres humains, modification de comportement économique, etc. Lutte armée pour les ressources. C'est catastrophiste, mais malheureusement, c'est pas si irréaliste que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'OTAN a adopté, à Lisbonne, il y a très peu de temps, l'OTAN a adopté son nouveau concept stratégique. Et dans ce concept stratégique, il y a donc, un facteur qui permet à l'OTAN de jouer un rôle de protection, de sécurisation des sources des énergies fossiles et de sécuriser également le transport des énergies fossiles. Je ne sais pas si vous avez vu la trilogie Mad Max, ça y ressemble quand même pas mal, c'est-à-dire qu'il y a l'armée qui surveille le pétrole et le gaz.